Monsieur le conseiller fédéral, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Le thème en sera la politique européenne et avant que monsieur le conseiller fédéral s'exprime au nom du conseil fédéral sur ce sujet, je vous indique simplement que vous recevrez encore un communiqué tout à l'heure portant sur la modification de l'ordonnance concernant les activités hors du service de la troupe. Ça viendra dans le courant encore de cet après-midi, j'imagine d'ici 1 heure au maximum. Est-ce que vous avez des questions concernant cette séance du conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin? Il n'y a pas de questions. Oui, monsieur Burkhardt. Wurde über die Nachfolge von Staatssekretär Ambühl gesprochen? Nein, es wurde nicht darüber gesprochen. Madame Pestalozzi? War der Steuerstreit mit den USA ein weiteres Thema? Das war ein Thema im Bundesrat, aber der Bundesrat wird dazu informieren, wenn er seine Beratung zu diesem Geschäft abgeschlossen hat. Wann wird das der Fall sein? Das ist nicht zu vorschauen. Der Bundesrat wird die nötige Zeit nehmen dazu. War die Entwicklungshilfe in Ägypten ein Thema? Nein, das war kein Thema. Non. Doch. Oder doch? Il n'a pas écouté. J'ai dormi, pardon. Non, il y a, pour vous donner un petit peu l'atmosphère des séances du Conseil fédéral, il y a à la fin une discussion un peu plus libre, sans que ce soit à l'ordre du jour. Et on prend en particulier quelques thèmes de politique étrangère aussi. Il faut, c'est utile. Et nous avons parlé de la situation en Égypte et notamment aussi de la question des projets que nous avions en Égypte, mais qui étaient de toute façon stoppés par le fait que l'accord cadre avec le gouvernement égyptien précédent n'avait pas été ratifié par le Parlement. Et donc maintenant la situation est de toute façon bloquée pour d'autres raisons que vous connaissez bien et nous sommes en train de réévaluer la situation. Donc il y a eu quand même quelques mots sur le sujet. Entschuldigung. Merci, vous avez compris, j'avais regardé le ministre parce que je n'étais plus tout à fait sûr. Y a-t-il d'autres questions? Ce n'est pas le cas, donc je vous propose de passer au sujet de cette conférence de presse, monsieur le conseiller fédéral. Vous avez la parole. Je ne sais pas si le vice-chancelier avait oublié qu'on a parlé d'Europe, mais on a parlé d'Europe ce matin. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire l'essentiel en bref. C'est assez vite dit. Le Conseil fédéral a décidé de franchir une nouvelle étape dans le dossier, dans le processus de rénovation de la voie bilatérale entre la Suisse et l'Union européenne. Il a donc décidé de passer à ce qu'on appelle la consultation légale pour un mandat de négociation, en l'occurrence le mandat de négociation sur les questions institutionnelles. La consultation légale, ce n'est pas la Vernehmlassung tout azimut, je rappelle qu'il s'agit d'une consultation où la loi, en fait deux lois, nous demande de consulter les commissions de politique extérieure du national et des États, et puis également les cantons. Et comme prévu, nous avons décidé également d'informer les partenaires sociaux, que nous avons déjà fait dans ce genre de dossier, et puis d'ouvrir avec eux une discussion sur ce sujet. Donc, c'est une confirmation de la décision de principe du Conseil fédéral du 26 juin. Je vais donc vous rappeler certaines choses et développer d'autres, mais en fait, je vous ai déjà dit beaucoup concernant ce dossier le 26 juin, lors de la séance où nous avons, au fond, pris les décisions de principe, ou la décision principale et les décisions de principe permettant de donner le cadre au mandat. Je voudrais aborder avec vous 4 points très rapidement et après on pourra discuter. Premier point, pourquoi on fait cela, au fond? Pourquoi nous faisons cela dans cet été si formidable? Deuxièmement, comment cette étape s'inscrit dans le processus qui est engagé depuis un certain temps déjà, donc, où on en est, comment ça s'est mis en place, quelle est notre solution? Troisième point. Et puis quatrième point, très brièvement, la suite, bien que je ne pourrais pas vous en dire trop pour le moment. Pourquoi on fait cela? Au fond, le Conseil fédéral, il est tout simplement convaincu que si l'on veut assurer la prospérité et l'indépendance du pays, il faut rénover la voie bilatérale. Il faut disposer de la voie bilatérale avec notre principal partenaire commercial, mais il faut pour cela, pour pouvoir en disposer sur une longue période, disons sur 20 ans, eh bien, il faut la rénover. Vous savez que l'Union européenne, c'est un partenaire qui correspond à plus de la moitié de nos échanges commerciaux. Il y a à peu près 1 milliard de francs par jour d'échanges, par jour ouvrable, soyons précis.
d'échanges avec l'Union européenne. Si on prend que le Bade-Wurtemberg, ça représente les échanges avec les États-Unis, ça représente 2 fois les échanges avec la Chine, rien que le Bade-Wurtemberg. Donc, on sait que du point de vue commercial, c'est un très grand partenaire, c'est le grand partenaire de la Suisse. Mais il n'y a pas que cela, c'est déjà beaucoup, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi toute la question des valeurs. Et par exemple, la valeur de sécurité. Toute la politique d'élargissement de l'Union européenne a un impact évident sur la Suisse. Donc tout cela, on ne peut pas l'oublier quand il s'agit de définir les relations que nous avons avec une entité qui est l'Union européenne. Et le Conseil fédéral est convaincu que si l'on garde le statu quo, alors on recule. Qui n'avance pas recule, je l'avais déjà dit le 26 juin, nous confirmons cette position. Au fond, on est dans un de ces dossiers difficiles dans lesquels tout va bien maintenant, mais tout pourrait aller moins bien plus tard, alors il faut anticiper et décider de changer. Et c'est évidemment ce qui est difficile dans le monde politique intérieur. Pourquoi changer quand tout va bien? Eh bien parce que ce tout va bien, ce n'est pas du stable, c'est quelque chose qui peut changer. Et c'est quelque chose qui peut s'effriter, perdre sa sécurité du droit et donc faire perdre l'attractivité au pays. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement politique. La responsabilité politique dans cette situation-là, en premier lieu du Conseil fédéral, mais pas seulement, notamment aussi des commissions de politique extérieure qui vont maintenant être en première ligne, c'est de faire preuve d'anticipation. Donc il ne faut pas que d'ici quelques années, les mêmes reproches que l'on entend dans d'autres dossiers, pourquoi les politiques suisses n'ont pas anticipé, se fassent à nouveau entendre. Deuxième point, comment cette étape s'inscrit-elle dans le processus? Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est qu'il y a eu des années de discussions sans solution, pas de solution d'avenir. On parlait de cette question institutionnelle, je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'on comprenait vraiment de quoi il s'agissait, parce que c'est assez ardu, mais il n'y avait pas de voie, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas une possibilité de réussir. Et puis il y a eu début 2012 un moment clé où on a très bien vu que cette fois-ci on était totalement sur une autre planète, entre l'Union européenne et la Suisse. D'un côté, l'Union européenne perdant confiance, disant que de toute manière la voie bilatérale n'a pas d'avenir. Refrain d'ailleurs repris en Suisse largement sous la forme la voie bilatérale est une impasse, ce que le Conseil fédéral contredit et n'estime pas du tout justifié. Et pour pouvoir remonter la pente, nous avons d'emblée montré que nous étions vraiment prêts, que c'était sérieux, que la Suisse voulait vraiment trouver des solutions dans l'institutionnel. C'est ce qu'elle a fait l'année passée en lançant des propositions uniquement helvétiques, qui par conséquent n'avaient relativement peu de chance, mais c'était ce qu'on appelle dans le jargon que commence à m'être assez habituel des négociations, un game changer. On voulait bouger les choses. Ça nous a permis pendant 6 mois de discuter de ça à peu près partout en Europe. À la fin de l'année, l'Union européenne, par son Conseil de l'Union européenne, a confirmé qu'au fond, c'est vrai, il y a un intérêt mutuel à rénover la voie bilatérale et on est prêt, disait-il, à approfondir les relations bilatérales, y compris dans le domaine du marché intérieur, ce qui est l'élément clé. Toutes ces questions institutionnelles concernent le domaine du marché intérieur. Puis on a ouvert ce dialogue technique pour pouvoir imaginer la possibilité un jour d'avoir un mandat aussi bien à l'Union européenne qu'en Suisse qui soit à peu près pas identique mais similaire, qui permette une vraie négociation avec une vraie chance de succès. Dialogue technique terminé. Et sur cette base-là, le Conseil fédéral, le 26 juin, a donc pris sa décision de principe. Oui, on fait un mandat de négociation à mettre en consultation. On le fait sur la base d'une des 3 options, l'option 3 en l'occurrence, et on charge le département, avec le département fédéral de justice et police aussi, de préparer le projet pour la rentrée, ce qui a été fait et ce qui a été donc discuté aujourd'hui, ce qui nous permet de confirmer cette étape. Maintenant, qui est la dernière en date, la décision de passer à la consultation légale. Encore une fois, consultation des CPE, des commissions de politique étrangère, et des cantons. Troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est quelle est notre solution. Je dois une fois de plus vous rappeler de quoi on parle, quel est le problème. Donc le problème, il y a 4 questions institutionnelles, je dirais 4 et demi. La première, c'est la reprise du droit, Rechtsübernahme.
comment on reprend le droit. La deuxième, c'est la surveillance des accords, die Überwachung, qui surveille l'application des accords et comment ça se passe, cette surveillance. La troisième, c'est l'interprétation du droit, die Rechtsauslegung, qui s'en occupe et comment c'est reçu et accepté par les deux parties. Et puis quatrièmement, c'est la Streitbeilegung, c'est-à-dire le cas où on a vraiment une différence, une dispute, un différend, eh bien comment on le règle vraiment. Puis il y a un cinquième point ou un quatrième point et demi, c'est de savoir dans quel domaine d'application on s'inscrit, c'est-à-dire ces nouvelles règles institutionnelles, elles concernent quoi? Quels accords? Combien? Les nouveaux, les anciens, les deux? Et ça, c'est un point aussi qu'il faut régler. Notre solution est basée sur l'option 3 du dialogue technique. C'est l'option pas de nouvelles institutions, mais un rôle accru de la Cour de justice de l'Union européenne. J'aimerais vous dire comment on a cadré cette option, parce qu'évidemment, elle n'a pas été cadrée dans le dialogue technique, elle a été évoquée avec des contours encore assez larges, et puis nous, on l'a cadrée. Alors, pour ce qui concerne la reprise du droit, la reprise du droit serait dynamique, mais pas automatique. Il n'y a aucun automatisme de reprise du droit. Le droit le droit de l'Union européenne qui serait repris dans nos accords, cette reprise respecte la démocratie directe, donc le droit référendaire. Donc les référendums peuvent avoir lieu comme d'habitude. Et puis nous avons aussi clairement demandé, dans ce cadre-là, la participation à l'élaboration du droit, qu'on appelle ici ou là le decision shaping. Ça veut dire que sur l'aspect reprise du droit, le premier des 4 grands points, des 4 questions, on a tout ce qu'on veut. Donc si c'est ça à la fin, et on a de bonnes raisons de penser qu'on y arrive, eh bien ce point-là est réglé, à satisfaction de la Suisse. Deuxième point, la surveillance. Nous ne voulons pas de nouvelle autorité de surveillance. Donc dans notre variante, il n'y en a pas. Vous vous souvenez que l'année passée, on vous avait fait une proposition un peu iconoclaste avec une autorité nationale de surveillance indépendante qui n'avait absolument aucune chance, mais qui était là pour faire bouger les choses. Tout le monde avait dit ce qu'il en pensait, c'est-à-dire beaucoup de mal pendant la consultation officielle, mais au moins on en a parlé. Et l'Union européenne a sorti évidemment les autres variantes avec des autorités supranationales, etc., etc. Si vous avez des questions à ce sujet, ce qui ne m'étonnerait pas complètement, j'y répondrai tout à l'heure. Mais au fond, on n'en veut pas. On ne veut pas d'autorité de surveillance. On veut continuer avec la surveillance habituelle en Suisse, c'est-à-dire en particulier le Conseil fédéral. Donc, dans notre cadre pour cette variante 3, il n'y a pas de nouvelle autorité de surveillance. La surveillance se fait par les instances nationales et puis évidemment le comité mixte. Le comité mixte dans chaque accord a aussi un rôle de surveillance, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc, situation du côté du deuxième point, de la deuxième question institutionnelle, réglée à satisfaction de la Suisse si on arrive à ça. Et là aussi, on a de bonnes raisons de croire que c'est tout à fait possible. Troisième point, l'interprétation du droit. Les compétences du comité mixte et du tribunal fédéral en matière d'interprétation du droit sont confirmées. Mais on admet clairement un rôle accru de la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne pourra, si on lui demande, faire des avis interprétatifs sur le droit de l'Union européenne repris dans les accords bilatéraux. Ça n'a pas d'effet exécutoire, pas d'effet direct, ce n'est donc pas une décision de dernière instance. Ça, c'est pour l'interprétation et c'est évidemment un aspect, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais qui est nouveau dans le débat. L'année passée, on n'en avait jamais parlé. Quatrième point, le règlement des différends. Le comité mixte décide encore et toujours, s'il n'y a pas de solution, même après avoir demandé un avis interprétatif de la Cour de justice de l'Union européenne, on ne se met pas d'accord, alors il peut y avoir des mesures de compensation, des mesures de rééquilibrage qui peuvent aller jusqu'à la suspension de la partie de l'accord concerné. Dans le domaine d'application, dans le cadre de ce mandat cadré par le Conseil fédéral, nous faisons le pas vers l'ensemble des accords d'accès au marché, parce que cela renforce la sécurité du droit. Le champ d'application, l'objectif, les contenus des accords existants
ne doivent pas être modifiés, restent complètement intacts. Il n'y a aucun effet rückwirkend. Mais nous les intégrons dans le cadre de la nouvelle solution institutionnelle à partir du moment où elle aurait été décidée. Il y a encore beaucoup d'étapes. Ne vous en faites pas, on aura l'occasion d'en reparler. Mais le Conseil fédéral, par exemple, a précisé que les bases de l'accord de la libre circulation des personnes, par exemple, ne seront pas modifiées. Ce n'est pas parce qu'on met des accords anciens également dans le cadre institutionnel nouveau que l'on peut modifier leur contenu. Il n'est pas modifié, le contenu des accords. Le Conseil fédéral a ensuite fixé une série de ce qu'on appelle lignes rouges ou objectifs à atteindre pour la négociation. Et là, je dois vous le dire clairement, je ne donnerai pas de détails. Ce sont des éléments pour la négociation. On entre maintenant dans la phase sérieuse, on verra bien ce que donne la consultation, mais si on va en négociation, il est évident qu'on ne va pas dire d'emblée, publiquement, tout ce qu'on souhaite obtenir et comment on souhaite l'obtenir. Le Conseil fédéral définit ces lignes rouges, ce que je peux vous donner comme exemple que vous connaissez déjà parce que je vous l'ai déjà dit le 26 juin. La directive sur la citoyenneté ne sera pas concernée et les mesures d'accompagnement seront maintenues. Concernant cette variante 3 cadrée par le Conseil fédéral, il y a au fond, je dirais, quelques raisons de la voir comme étant positive. Et le Conseil fédéral voit 4 raisons en particulier. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle institution. Donc encore une fois, dans cette variante-là, dans cette option qui est notre base de réflexion maintenant pour toute l'opération, il n'y a pas de nouvelles institutions. Il n'y a pas d'autorité de surveillance, il n'y a pas de tribunal étranger ou supranational ou quel qu'il soit qui peut condamner la Suisse. Ça, c'est la première chose. Et je rappelle encore une fois que l'autorité de surveillance était la principale critique l'année passée dans la consultation. Deuxièmement, l'ordre institutionnel ou constitutionnel de la Suisse est inchangé. Le droit référendaire, ça c'est clair, est maintenu, mais aussi il n'y a pas de procédure en manquement, par exemple, comme il pourrait y avoir dans d'autres variantes. Troisièmement, le règlement des différends reste politique. C'est quelque chose qui n'a pas toujours été bien compris. Donc, le fait qu'on entre avec une compétence accrue d'interprétation du droit ne change rien au fait que le différent potentiel, s'il y en a un, encore une fois, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est en règle des potentialités ou des hypothèses ici, eh bien, s'il y a un différent, le règlement reste politique. C'est le comité mixte qui décide. Quatrième point positif dans cette option, qui est retenu aussi par le Conseil fédéral, c'est que la sécurité du droit est plus grande. Dans cette variante, le rôle accru donné à la Cour de justice de l'Union européenne lie tout le monde. En tant qu'interprétation, c'est quelque chose qui est important. En tant qu'interprétation. Ce n'est pas une décision de dernière instance, mais c'est une interprétation. Et l'Union européenne ne peut pas ne pas la reconnaître. L'Union européenne ne reconnaît pas ou ne se sent pas liée par des décisions d'autres tribunaux, mais ils se sont liés par les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc la sécurité du droit pour les acteurs économiques, au sens large, pour l'accès au marché intérieur est maximale. Puis il y a encore une cinquième, toujours encore une raison de plus. Cette fois-ci, c'est ce qui s'est passé pendant l'été, c'est que l'Union européenne a clairement fait savoir qu'elle était disposée à envisager un mandat de négociation sur la base de cette option-là aussi, alors même qu'au départ, elle avait une vision différente. Donc, on a maintenant cette situation où politiquement, on peut dire que si on veut, on peut. Maintenant, on verra si on y arrive, mais si on veut, on peut. Voilà. J'aimerais encore vous dire la suite de la procédure. La suite de la procédure, le Conseil fédéral vient donc décider le projet de mandat sur la base des décisions de principe prises avant l'été. La consultation légale va s'ouvrir ces prochains jours. Il faut qu'on mette au point encore certains documents, mais elle va partir ces prochains jours. On n'a pas de précipitation parce qu'on va la faire tranquillement jusqu'à la fin de l'année, quasiment, jusqu'à mi-décembre en tout cas. Parce que les discussions que nous avons eues avec les cantons montrent que cette période est nécessaire pour eux en particulier pour pouvoir prendre une position définitive. Ensuite, il faut qu'il y ait un mandat similaire du côté de l'Union européenne. S'il y en a un, la situation est claire, on peut entrer en négociation. S'il n'y en a pas du côté de l'Union européenne, on ne peut pas entrer en négociation. Il faut un mandat des deux côtés.
Troisièmement, le Conseil fédéral fera le point à la fin de cette période de consultation. Il fera le point et décidera de la suite des opérations et de la manière d'envisager les négociations. Et puis, bien sûr, le Conseil fédéral qui avait, je vous l'avais dit, le 26 juin, défini une stratégie à moyen terme relative à la politique européenne de la Suisse, va intégrer toute cette discussion et en particulier décider de la manière dont il envisagera la négociation en fonction des impacts sur l'ensemble des dossiers en mouvement, ou qui devraient l'être, avec l'Union européenne. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui et je suis volontiers à disposition pour répondre à vos questions ou pour entrer en discussion. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Donc, nous passons à vos questions. Qui souhaite poser la première question? Monsieur Petigna. La question est la suivante. Est-ce que le débat qui a eu lieu cet été, la polémique même qui était ouverte contre les juges étrangers notamment, mais aussi la position d'un certain nombre de juristes pour arrimer la solution institutionnelle aux institutions de l'espace économique européen, est-ce que ça c'était débattu au sein du Conseil fédéral? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu faire revenir le Conseil fédéral sur sa première décision? Bon, le Conseil fédéral a discuté de tout, et même dans la proposition écrite que nous lui avons faite, nous avons abordé l'ensemble de ces éléments. Donc tout cela est connu du Conseil fédéral. Je crois qu'il est important à dire, c'est que ce n'est pas vraiment une polémique, c'est un débat, et nous aimerions, nous, changer un peu la référence du débat. Le débat, pour nous, il est le suivant. Est-ce que la Suisse veut réellement imaginer réussir une modernisation, une rénovation de sa voie bilatérale avec l'Union européenne, oui ou non? C'est ça le débat. Et c'est sur cette référence-là que l'ensemble des participants au débat devraient se positionner par rapport à cela. Alors, pour nous, ce n'est pas des polémiques, c'est des avis, des discussions, des positions. Durant l'été, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Et de notre côté, on a préparé le mandat. Et maintenant, il est prêt, et on vous l'explique. Voilà. Donc, le Conseil fédéral est au courant de tout, d'autant plus qu'il reçoit toutes ces prises de position en général aussi. Donc, pas seulement par les médias, mais directement. Il estime que sa position, cette option-là, est celle qui a le plus de chances politiques, aussi bien à l'interne, sur la durée, il faudra un peu de temps, que vers l'extérieur. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas aller de l'avant. Il y a d'autant moins de raisons de ne pas aller de l'avant que, encore une fois, nous sommes convaincus que ce débat sur la rénovation de la voie bilatérale, s'il réussit ou s'il ne réussit pas, est un des éléments essentiels pour l'avenir du pays. Mais est-ce que l'arrimage à l'espace économique, aux institutions de l'espace économique, notamment la Cour ALE, est-ce que cet arrimage a été rediscuté au regard des remarques qui ont été faites par un certain nombre de juristes? Nous avons remis tout sur la table, mais disons, nous avons surtout travaillé sur la manière de concevoir un projet qui a une grande chance. Et encore une fois, c'est très vite vu, c'est l'option 3 que je viens de vous donner, qui est une option qui permet de ne pas avoir une situation de condamnation de la Suisse par un tribunal étranger. Donc, si vous voulez, nous souhaitons vraiment que la référence maintenant soit le débat quelle voie bilatérale, comment réussir la voie bilatérale. Nous souhaitons aussi que l'on se pose la question quelle chance, dans un débat sur un certain temps, jusqu'à ce qu'on arrive au Parlement et devant le peuple, quelle chance de gagner. Est-ce qu'en disant pas de nouvelle autorité, pas de modification de l'ordre constitutionnel, interprétation possible par la Cour de justice de l'Union européenne, mais dernière instance toujours suisse, est-ce que ce n'est pas un peu mieux que Ewe Docken? Mais je ne critique pas. Je ne suis pas non plus professeur, c'est vrai. Oui. Monsieur Washington. Die Frage ist ja, welche Verbindlichkeit haben diese Rechtsauslegungen des EuGH? Sie haben im Juni gesagt, es seien autoritative Rechtsauslegungen, das heißt, die sind eigentlich verbindlich, aber Sie haben dann die politische Freiheit, das trotzdem gleichsam zu übergehen. Aber wie groß ist diese politische Freiheit, um sich dagegen Je crois qu'il faut voir les choses simplement. Si on veut être, il faut l'être, franc et clair avec l'Union européenne. Si on va sur cette variante,
on obtient tout ce qu'on veut, mais on doit donner quelque chose relativement à la Cour de justice de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on donne? On donne la possibilité de faire, dans un cas où on a une divergence et qu'on ne trouve pas de solution et qu'on n'est pas d'accord même sur l'interprétation du droit, on demande un avis à la Cour de justice de l'Union européenne. Cet avis, on ne peut pas dire après, il n'existe pas. Il existera. C'est l'avis de droit de la Cour de justice de l'Union européenne qui dira le droit. Sur cette base-là, on fera la discussion politique dans le comité mixte. Qu'est-ce qu'on en fait? On arrivera peut-être à trouver une solution qui convient à tout le monde, ce qui est en général le cas. Ou alors, on n'arrivera pas. Et là, de deux choses l'une. Soit on arrive à une situation où nous on refusera, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, bien évidemment, et là on peut avoir jusqu'à la suspension de l'accord. Donc, ce qu'on peut déjà avoir maintenant d'ailleurs. Mais si on n'arrive pas du tout à se mettre d'accord, eh bien, on ne pourra pas contester qu'il y a un avis de droit qui dit cela, mais on pourra dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne le veut pas. On ne veut pas changer l'accord dans ce sens-là. Et là, il peut y avoir des mesures de compensation. Si on veut contester l'interprétation elle-même, alors on tombe dans l'idée, possible mais très théorique, qu'on ferait une loi en Suisse de manière à ce qu'il y avait une procédure en Suisse qui aille jusqu'au tribunal fédéral, ce soit cette loi qui soit décisive et non l'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne. Aber können Sie sich tatsächlich vorstellen, dass sich die Schweiz gegen den EuGH stellt, dass man das wirklich macht, dass man das wirklich darauf hinauslaufen lässt, nein, wir sind anderer Meinung und jetzt riskieren wir, dass ein Abkommen suspendiert wird? Je crois qu'il faut poser la question à l'envers. Ce n'est pas seulement la Suisse qui risque. Quand il s'agit de suspendre un accord, ce n'est pas bon ni pour l'un ni pour l'autre. Donc la suspension d'un accord, les deux parties vont réfléchir beaucoup. Et l'Union européenne souhaite véritablement la réussite de cette rénovation de la voie bilatérale. Aber die Abhängigkeiten sind nicht die gleichen zwischen der Schweiz und der EU. Die Abhängigkeit. Ich meine, also für die Schweiz ist es viel existenzieller als für die EU, wenn ein Abkommen suspendiert Ça, wird. c'est la vision défaitiste de la Suisse. La Suisse est le 4e partenaire de l'Union européenne. Je viens de vous dire, c'est 1 milliard par jour. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il faut se poser la question si l'espace économique européen est quelque chose d'assez grand pour nous. C'est clairement un grand partenaire. Et quand on parle avec l'Union européenne, il faut leur dire ça. Et ça, ils comprennent très bien. Donc arrêtez de croire qu'on ne compte pas. La relation bilatérale, c'est une relation qui est mutuellement intéressante. Et l'Union européenne, à l'heure actuelle, n'a pas intérêt à avoir un partenaire faible. Elle a intérêt à avoir un partenaire fort. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a un partenaire fort. Un pays qui est premier mondial dans l'innovation depuis 3 ans. Un pays qui est très fort, qui est le plus fort dans la recherche, par exemple. Elle a un accord avec la recherche. Et c'est bon pour l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne a choisi les PFL pour Human Brain comme centre? Pourquoi? Parce que c'est en Suisse? Non, parce qu'on est bon dans ce domaine. Donc arrêtez de croire qu'on ne compte pas. Cette relation, elle est bonne pour les deux. Et ça marche, je vous l'assure. Maintenant, l'Union européenne ne réagit pas négativement. Et les contacts que j'ai avec l'ensemble des ministres des Affaires étrangères qui devront décider du mandat, ils sont positifs. Ils sont aussi positifs parce que l'Union européenne voit très bien les difficultés de progresser, de réformer dans la démocratie suisse. Au fond, la discussion de l'été était assez utile. Donc, elle voit très bien que ça ne va pas de soi de changer les choses en Suisse comme cela. Donc, elle comprend aussi qu'on ne peut pas obtenir tout, mais une partie, et qu'il faut trouver un équilibre qui donne une chance aussi au dossier en politique intérieure. Monsieur Forster. Wenn sich die Schweiz dem verweigert und einfach Nein sagt und sagt, wir fahren bestens mit den bestehenden Bilateralen, ist alles wunderbar, was passiert mit den bestehenden Bilateralen? Wie wird die EU reagieren? Alors, Sie sagen, Schluss mit bilateralen Weg, wird sie die Abkommen kündigen oder was passiert konkret, wenn die Schweiz hier Nein sagt? aber wir sagen genau das Gegenteil. Wieso wollen wir das jetzt? Wir sagen jetzt heute genau das Gegenteil. Wir wollen weiter mit dem Bilateralismus. Aber das Parlament und das Ja. Eine Etappe nach der anderen. Jetzt sind Sie schon wieder negativ. Aber gut, machen wir das. Also, worst scenario. Also, das ist einfach zurück zur Situation, die wir vor einem Jahr hatten. Das heißt, die EU will keine Situation, wo wir nicht vorwärts machen bei den institutionellen Fragen. Dann würden wir keine Möglichkeit, neue Abkommen zu haben. Und dazu noch hätten wir allmählich Probleme mit den aktuellen Abkommen.
Und das ist nicht gut für die Rechtssicherheit, wie ich gesagt habe. Das ist eigentlich schlecht, ziemlich schnell für alle Akteure, die den Zugang zum Markt wollen. Wir machen das dafür. Dieser Zugang zum Markt ist absolut wesentlich für die Zukunft der Schweiz. Wir haben das wirklich erreicht in den letzten Jahren. Wir haben eine sehr gute Situation mit dem Zugang zum Markt, wo wir es wollen. Aber wenn es wie ein Haus nicht renoviert ist, dann wird es langsam alt und langsam nicht mehr so solid und wir finden vielleicht niemand mehr wirklich, um dort zu wohnen. Also die Attraktivität des Standortes wird weniger gut. Und das ist die Situation. Und das ist die Debatte, die wir führen wollen. Was wollen wir? Wollen wir diesen Weg, diesen bilateralen Weg sichern? Also es ist schwierig zu sichern, aber mindestens eine gute Chance geben zu existieren der Zukunft. Dann müssen wir uns bewegen und renovieren. Oder wollen wir das Ganze lassen? Vielleicht in 2, 3 Jahren ist die Debatte einfacher, weil dann sieht man ganz klar die Probleme und dann wird man eine schnelle Übung machen und keine gute Verhandlung führen können. Es gibt ja Stimmen, die sagen, wir brauchen diese neuen Abkommen gar nicht. Die Elektrizitätsabkommen ist ja nicht so wahnsinnig wichtig und die bestehenden Abkommen, die funktionieren und werden auch weiterhin funktionieren auf Basis der kritischen Ausschüsse. Von daher. Ja, es gibt Stimmen, die das sagen. Also der Bundesrat sagt nicht das. Und heute bin ich nicht dafür diese Stimmen, für die Stimme des Bundesrates. Und es gibt einen Prozess. Und diese Etappe jetzt ist nicht eine öffentliche Debatte mit allen Stimmen, leider. Das ist ein Projekt, ein Entwurf für ein Verhandlungsmandat. Und das wird in den Kommissionen und bei den Kantonen diskutiert. Dann wird man sehen, wie diese Kommissionen und diese Kantonen ihre Stellungnahme geben und dann wird der Bundesrat entscheiden, wie wir weitergehen. Es ist nur eine Etappe heute, nur das, ganz bescheiden. Weitere Fragen? Bitte vergiss nicht auf den Knopf zu drücken, sonst hört man Sie nicht auf dem Internet. Wäre schade. Es gibt immer mehr Leute, die uns live zuhören. Monsieur Nuffer. Will denn der Europäische Gerichtshof überhaupt diese Rechtsauslegungen machen? Hat man ihn einmal gefragt? Hat er sich dazu geäußert und darf er dieses bilaterale Recht auslegen? Nein, wir haben nicht direkte Kontakte mit dem EuGH, aber wir haben direkte Kontakte gehabt mit der EU. Und das ist schon ein Punkt. Und das wird nachher diskutiert, wenn es Zeit ist. Jetzt ist es noch einmal nur eine Etappe. Wichtige, aber nicht definitive. Monsieur Rebete. Au mois de juin, quand vous aviez présenté la solution retenue, vous l'inscriviez aussi dans une espèce de calendrier avec toute une série de négociations possibles qui suivraient. Est-ce que le Conseil fédéral maintient ce calendrier? Est-ce qu'il continue à faire partie de cette étape ou pas? Le calendrier fait partie intégrante des décisions du Conseil fédéral du 26 juin, qui fait partie de ce qu'on appelle le Bundesratsbeschluss, pour être clair. Donc, en effet, il est toujours valable, mais il fait l'objet de discussions systématiques parce que tout change tous les mois. Il y a des nouvelles choses. Et donc, c'est une planification qui va être mise en discussion régulièrement au Conseil fédéral. Mais je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai terminé, que je vous rappelais que ce dossier institutionnel s'inscrivait précisément dans ce qu'on appelle ce calendrier, c'est cette stratégie à moyen terme pour la politique européenne de la Suisse, et que cette stratégie à moyen terme et les différentes étapes que j'avais évoquées le 26 juin seront confirmées ou modifiées à la fin de la consultation. Donc quand on aura les résultats, on fera une appréciation au Conseil fédéral pour savoir si c'est le bon moment, par exemple, d'ouvrir la négociation, s'il faut l'ouvrir avec des modalités particulières ou pas. Monsieur Petigna. Oui, dans le communiqué, vous indiquez qu'on veillera à ce que la Suisse puisse maintenir les mesures d'accompagnement dans le cadre de la libre circulation. C'est beaucoup moins impératif ou en tout cas beaucoup moins de garanties que ce que vous venez d'exprimer tout à l'heure. Et donc, est-ce que cela veut dire que sur les mesures d'accompagnement, il y a déjà aujourd'hui une menace ou en tout cas le risque que ces mesures d'accompagnement ne soient pas maintenues dans le cadre de l'accord? Non. Non, alors il faut le comprendre comme je l'ai dit. Donc pour le Conseil fédéral, c'est clairement un point fondamental.
Les mesures d'accompagnement doivent pouvoir être maintenues. Et ça, c'est ce qu'on appelle une des lignes rouges. Je vous l'ai donné, je ne vous donne pas trop, parce qu'encore une fois, c'est des aspects de négociation à un moment donné. Mais sur celle-là, c'est évident. Donc le maintien des... C'est peut-être une formule un petit peu trop gentille dans ce communiqué, mais le Conseil fédéral ne sera pas gentil sur ce point. Monsieur Alonso. Oui, j'ai un peu de la peine à comprendre le... C'est normal. Ça arrive. C'est bien. Mais vous allez m'expliquer. Franchement, c'est très compliqué. Voilà. La relation avec la Cour européenne de justice, n'est-ce pas un peu curieux de commencer un mandat de négociation en disant « Nous sommes d'accord de nous référer à votre avis, mais nous n'en tiendrons compte que s'il nous est favorable ». C'est pas ce que nous disons. Alors je le redis encore une fois, mais il faut essayer... Enfin, peut-être que je m'exprime mal. Mais ce que nous disons, c'est ceci. On a un problème. Dans ce problème, on n'est même pas tout à fait d'accord, ou même pas du tout peut-être, d'accord sur l'interprétation du droit. Alors au lieu de rester coincé, comme jusqu'à présent, on admet qu'on va régler le problème. Et on va demander à la Cour de justice de l'Union européenne. Elle pourra dire le droit que pour le droit de l'Union européenne intégré à nos accords bilatéraux. Elle dira son avis. Elle va donner une interprétation du droit. Ça sera un élément utile pour essayer de trouver la solution au conflit ou aux différends. Et ça revient dans le comité mixte. On ne dit pas d'emblée que de toute façon on n'en tiendra pas compte. Peut-être qu'on en tiendra partiellement compte, peut-être qu'on fera un consensus, peut-être qu'on essayera de trouver une autre solution, peut-être qu'on dira que ça ne va vraiment pas du tout, puis que ça n'a aucune chance, qu'en Suisse c'est quelque chose d'inacceptable, etc. Donc on négociera. Et c'est ce que j'essaie de vous dire. Cette option donne encore le règlement des différends aux politiques. Tandis que dans d'autres cas, le règlement des différends est juridique. Il n'y a plus de politique. C'est les tribunaux qui décident. Les tribunaux condamnent l'Union européenne ou condamnent la Suisse. Les tribunaux internationaux. Et ça, évidemment, c'est un problème beaucoup plus grave que de demander cela. Maintenant, j'aimerais quand même vous dire encore une chose. Nous commençons par les négociations en disant cela. Encore une fois, c'est un mandat, et on n'est encore pas en négociation. On est en consultation maintenant, c'est autre chose. Et puis, ce mandat, on ne dit pas simplement on va à la Cour européenne de justice, on dit par exemple qu'il n'y a pas d'autorité de surveillance. Il n'y a pas de nouvelle autorité de surveillance qui va nous dire comment on doit faire pour appliquer les accords tous les jours. Qui va aller taper sur les doigts des cantons, des offices, de la Confédération, etc. Il n'y a pas ça. Donc il faut aussi voir tout ce qu'on gagne dans cette option. Et on gagne beaucoup. Et pour cela que le Conseil fédéral estime que ça vaut la peine, malgré les débats estivaux intéressants, de poursuivre sur cette voie. Monsieur Robertet. Oui, sur cette question des avis interprétatifs, à vous entendre, mais peut-être vous comprends-je mal, le comité mixte aurait toute liberté de contredire au fond l'interprétation donnée par la Cour de justice et de choisir une solution qui ne tient pas compte de cette interprétation, ne respecte pas cette interprétation. Est-ce que vraiment vous pensez qu'il aurait cette liberté? On a l'impression que, comme l'a compris l'Union européenne, ce ne serait pas du tout ça. Mais ce n'est pas l'idée de faire le contraire de ce que dit l'interprétation. L'interprétation du droit va donner une lueur qui permet de voir dans quelle mesure il reste une marge de manœuvre pour trouver un accord politique. C'est clair que si on n'est pas du tout d'accord, ça posera problème, mais ça posera problème de toute manière si on n'est pas du tout d'accord. Et à ce moment-là, on peut arriver jusqu'à la suspension de l'accord, ce que les deux parties vont bien réfléchir avant de faire. Mais c'est vrai qu'on peut arriver à une situation dans laquelle on ne s'entend pas. Mais même sans cette solution institutionnelle, actuellement, on peut aussi arriver à des solutions de blocage. Donc il ne s'agit pas d'emblée de dire on ne respectera pas l'avis interprétatif. L'avis interprétatif, on le reconnaît comme existant, mais après, sur cette base-là, on discute politiquement, on regarde ce que l'on peut faire. Et ça, c'est ce qui a toujours bien marché dans cette voie bilatérale. Et nous souhaitons faire passer ce message. Et c'est ce message-là qui a une chance d'avoir à la fin aussi une approbation en Suisse. Nous estimons que la voie qui donnerait une décision de dernière instance à un tribunal étranger, je vais m'exprimer très prudemment, mais disons n'a que peu de chance devant la population. Tandis que cette voie-là, qui permet d'obtenir à peu près tout ce qu'on veut dans la nouvelle relation institutionnelle et de consolider la voie bilatérale pour 20 ans vraisemblablement, eh bien, ça vaut la peine au moins de la mettre en discussion. Voilà. Mais ce n'est pas le but de ne pas respecter du tout. On va en tenir compte comme un avis d'interprétation du droit,
Ça nous permettra de mieux comprendre la problématique, de voir quelle est la marge de manœuvre pour la solution politique. Monsieur Schmidt. Ja, ich muss trotzdem noch einmal nachfragen, Herr Bundesrat, haben Sie von der EU ein Zeichen bekommen, ein klares Zeichen, dass sie bereit ist, aus ihrem höchsten Gericht ein Beratungsgremium für einen Drittstaat zu machen, der dann am Schluss doch sagen kann, dass er sich nicht an diese avis interpretativ hält? Gibt es dieses Zeichen oder gibt es dieses Zeichen nicht? Alors les faits, c'est que le 9 juillet, l'Union européenne a déjà fait savoir qu'elle était intéressée à prendre un mandat qui allait dans ce sens-là. Et pendant l'été, j'ai rencontré 5 collègues cinq ministres des Affaires étrangères de différents pays de l'Union européenne qui ont tous parlé dans ce sens-là. Le dernier en date est le ministre slovaque, Miroslav Lajčák, qui était responsable de la Suisse à la Commission jusqu'au début de 2012, qui connaît parfaitement le dossier, saurait mieux l'expliquer que moi, parce qu'il a travaillé des années sur ce sujet, très critique jusqu'à l'année passée, et qui m'a dit que sur cette base-là, il y avait vraiment matière à trouver un accord. Maintenant, il faudra négocier, mesdames et messieurs. Donc encore une fois, on est dans la phase où on demande au fond la température des commissions et des cantons sur ce mandat. À partir de là, le Conseil fédéral décidera s'il veut aller négocier. En parallèle, ou juste après, l'Union européenne s'exprimera si elle veut un mandat et quel mandat, et on verra à ce moment-là si réellement il y a des trop grandes divergences pour négocier. Mais je vous dis encore une fois, sans exagérer dans le positivisme, c'est la première fois qu'on a des signaux au vert pour une négociation qui a des chances avec l'Union européenne sur la question institutionnelle. Monsieur Nufer. Sie haben vorhin gesagt, die Kommission habe auch Zeichen gegeben, dass sie ein Mandat verabschieden wolle auf der Option 3. Was mich sehr erstaunt, ist, dass man eben verzichtet auf eine Überwachung durch eine neue Behörde, weil in diesen Schlussfolgerungen vom Rat letzten Jahres war es immer noch ganz klar, es muss eine äquivalente Lösung sein zum EWR und dort hat es ganz klar eine politische Überwachung drin. Ist es nicht möglich, dass plötzlich das dann doch wieder kommt, weil das Mandat auf EU-Seite ist noch nicht geschrieben? Bon, si on regarde les signaux que nous avons actuellement, ils sont clairs. Donc l'option 3, si le mandat est pris sur la base de l'option 3 cadrée techniquement, avant que nous ajoutions encore nous, nos différents points de vue politiques au Conseil fédéral, bien elle est claire là-dessus. Il n'y a pas de nouvelle autorité de surveillance. Donc après, on ne peut pas exclure théoriquement, comme vous le dites, que le mandat de l'Union européenne, par exemple, soit mis en cause, soit discuté ici ou là, et qu'on y rajoute de nouveau une autorité de surveillance. Ça voudra dire qu'il y a alors là un point clair qui peut faire échouer les négociations. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas du tout de signe dans ce sens. Monsieur Patigna. Oui, une question de politique intérieure. Est-ce que vous ne craignez pas que les différentes échéances de votation qui vont venir ces prochains mois, je pense aux 2 initiatives pour limiter la libre circulation, le vote sur la Croatie, est-ce que vous ne craignez pas que ces votations créent une interférence avec les négociations et que, par exemple, soit les premiers résultats des négociations influent négativement sur une de ces votations, ou à l'inverse, que finalement l'échec d'une des votations finalement bloque les négociations avec l'Union européenne? Je reconnais là votre esprit très positif, mais je vais essayer d'être le moins positif possible. Écoutez, le Conseil fédéral a les mêmes réflexions que vous, mais pas forcément les craintes. Il estime, et je reprends ma remarque sur la référence, il estime qu'on part systématiquement faux dans ces débats. On ne se positionne pas en fonction du potentiel positif de la voie bilatérale. Si la voie bilatérale n'est plus une impasse, comme c'était le cas il y a encore peu de temps, d'après beaucoup de gens, sauf le Conseil fédéral, si la voie bilatérale n'est plus une impasse et qu'elle a un avenir, qu'elle peut réellement se redévelopper pour un certain temps, encore une fois, pas simplement 6 mois, mais des dizaines d'années, alors c'est plutôt positif pour le climat relatif aux votations sur les relations bilatérales. Donc il y a aussi un aspect offensif à cette histoire-là. Néanmoins, il est vrai que cela dépend vraiment de la manière dont tout s'engraine, dont tout se met en place, la fameuse stratégie à moyen terme qui doit être constamment révisée,
Et c'est pour cela que le Conseil fédéral fera une appréciation après la consultation pour voir les modalités de la consultation. Il est évident qu'on ne lancera pas la consultation dans n'importe quelle condition. Monsieur Burkhardt. Das wird jetzt alles ein Weilchen dauern, diese Gespräche oder Verhandlungen. Das heißt das eigentlich für die anderen Dossiers, zum Beispiel den Strom. Also kann man ein Stromabkommen mit der EU abschließen, bevor es eine Lösung gibt bei den institutionellen Fragen? Ich glaube, jetzt hat man wieder Vertrauen zwischen der EU und der Schweiz. Und das heißt, dass wir können das parallel machen. Aber ich glaube nicht, dass wir etwas wirklich sehr schnell unterzeichnen könnten, ohne Fortschritte oder sogar Abschluss bei den institutionellen Fragen. Also es geht parallel. Aber mindestens ist klar jetzt in der EU und bei meinen Kollegen in den verschiedenen Kapitalen, ist ganz klar, sie haben mir jedes Mal gesagt, vor allem als wir wirklich frei sprechen, es gibt immer eine Zeit, wo wir einfach so zwischen vier Augen sind, und sie sagen mir, jetzt glauben wir wirklich, dass die Schweiz ehrlich ist, die will das. Und bis jetzt hat man immer den Eindruck gehabt, eigentlich will sie vielleicht Elektrizität und dann nichts mehr. Und das ist gut, das gibt eine Chance. Monsieur Washington. Die Frage ist ja auch, was will eigentlich die FDP? Und die hat irgendwie Mühe, ich würde mal sagen, sich zu entscheiden. Haben Sie Verständnis, dass sich die FDP so schwer tut? Ich glaube, alle tun sich schwer, der Bundesrat auch. Es ist gar keine einfache Sache, aber es ist auch spannender, wenn es nicht einfach ist. Und ich glaube, es gibt einen Prozess und für alle Parteien ist es so. Ich möchte nur sagen, es ist eine Frage der Vernunft und der Verantwortung. Und in diesen Fragen braucht es Zeit und nicht zu viel zu früh zu sagen. Und bei den Regierungsparteien vor allem erwartet der Bundesrat, dass diese Lösung wirklich jetzt studieren in der Liste der möglichen Konsequenzen in der Zukunft und nicht nur in den nächsten Monaten oder Wahlen. D'autres questions? Ce n'est plus le cas, donc nous allons conclure ici. Je vous remercie et vous souhaite encore une bonne après-midi.